Un truc que je dis souvent, c'est sans camions, les grandes villes meurent de faim. Si demain matin je supprime les camions, on ne mange plus dans Paris. La France, quand on regarde ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui alimente les machines qui nous rendent la vie si douce, qu'il s'agisse des ascenseurs, des tractopelles, des trains ou des laminoirs, l'essentiel de l'énergie qui rentre dans une machine en France, qui nous rend un service quelle qu'elle soit, que ce soit de la mobilité, etc., c'est des combustibles fossiles. Et que la France, sauf erreur de ma part, ne possède plus du tout de gisement de gaz sur son sol et possède 1%, enfin extrait de l'environnement 1% du pétrole qu'elle consomme. Un truc que je dis souvent, c'est sans camions, les grandes villes meurent de faim. Si demain matin je supprime les camions, on ne mange plus dans Paris. Donc c'est pour ça que les chauffeurs routiers ont plus de facilité à se faire entendre que les fabricants de canotiers ou de pantoufles en feutre, on est bien d'accord. C'est là que j'ai fini par comprendre que l'énergie en fait était à la base du fonctionnement du monde qu'on appelle maintenant thermo-industriel. Voilà. Et donc dans mon cheminement personnel, en fait, l'énergie a suivi le sujet climat. Mon premier centre de préoccupation a vraiment été le changement climatique et je suis venu à l'énergie derrière. La France n'a jamais été indépendante énergétiquement depuis qu'elle a quitté l'ère des énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous étions indépendants énergétiquement à l'époque où nous utilisions exclusivement les pierres et le bois du sol français pour construire des moulins à vent, les pierres du sol français et le bois pour construire des moulins à eau, et le bois français et l'herbe française pour faire avancer des animaux de trait. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la population humaine comporte une part, heureusement pas trop élevée, mais incompressible, d'abrutis, de salauds, de gens qui truandent le fisc et de criminels. Et il est illusoire de penser qu'on va gérer la société humaine à l'avenir en s'en débarrassant totalement. Et on commence également à rentrer dans le dur en ce qui concerne les questions énergétiques. Comme je le disais, en Europe depuis le milieu des années 2000, avec cette espèce de stagnation dont on ne sort pas et qui va malheureusement un jour ou l'autre se transformer en décrue. C'est-à-dire qu'il va falloir se réhabituer à avoir moins de mètres carrés par personne, des voitures qui pèsent moins lourd, qui permettront d'aller moins loin, moins vite, etc. Je voudrais rappeler que le pic de production du pétrole depuis est passé en ce qui concerne le pétrole conventionnel, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens est passé par un maximum en 2008 dans le monde. Il y a un lien direct avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes, que depuis ça décline, et qu'en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en approvisionnement contraint à la baisse sur son pétrole depuis cette date. Ça va s'accélérer dans les décennies qui viennent, et en particulier, il y a un travail très complet qui a été fait par le Ship Project, qui est public, qui est disponible sur notre site, qui porte sur les possibilités de production de pétrole sous seule contrainte géologique des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. Et le résultat de ce travail, c'est que le pic de production pour le gaz dans le monde dans son ensemble, c'est 2030. Celui pour la mer du Nord, c'était 2005. Donc si on ajoute à ça le fait que le charbon est en déplétion géologique en Europe depuis 1950, enfin depuis les années 50 en gros, en fait, sur toutes les énergies fossiles, l'Europe est en, entre guillemets, perte de souveraineté depuis 2005 pour le gaz, 2008 pour le pétrole et les années 50 pour le charbon. Il y a un domaine dans lequel je peux dire que je sais. C'est sur le pétrole européen. On a fait un travail au Ship Project sur la production à venir avec les seules contraintes below ground, donc les contraintes sous le sol, les contraintes géologiques. Sur la base des seules contraintes géologiques, on a regardé combien est-ce que les 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Europe pouvaient pouvoir produire d'ici à 2050. Les 16 en Europe, tu comptes la Russie avec, ou la Russie n'est pas dans la Russie était dedans. Ah bah alors, la Russie, c'est l'Europe ou pas? Non, pas les 16 premiers fournisseurs européens, les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. De l'Europe, d'accord. De l'Europe. Donc là-dedans, il y a les États-Unis, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la Norvège, la Russie, l'Algérie, enfin il y a tout un tas. Venezuela, non, parce que le Venezuela ne vend pas à l'Europe. Et le Venezuela, et surtout le Venezuela, la production vénézuélienne, depuis le maximum, ça a été divisé par 4. Enfin, je veux dire, ça s'est effondré, la production de pétrole au Venezuela. C'est plus du tout un producteur significatif, le Venezuela. Mais on n'a pas pris en compte le Brésil, qui ne vend pas en Europe, et on n'a pas pris en compte le Canada, qui vend essentiellement... Alors, c'est un jeu de chaises musicales avec les États-Unis, parce qu'en gros, ils vendent essentiellement aux États-Unis, qui eux-mêmes en réexportent, enfin bon, bref. Mais il n'empêche que, donc on a regardé combien est-ce que les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, allaient pouvoir produire d'ici à 2050 sur la seule base de leurs contraintes géologiques.
On a fait ça en ayant accès à une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, qui est fournie par une société qui s'appelle Reichstadt Energy. Et on a fait analyser les résultats par 3 experts du monde pétrolier. Et donc, la conclusion importante de ce travail, c'est que d'ici à 2050, l'hypothèse centrale, c'est que la production de pétrole de tous ces pays, elle sera divisée par 2. En combien de temps, là? D'ici à 2050. Ah ouais. Elle sera divisée par 2. Ça laisse du temps pour étaler la taxe foncière. Alors, ça va surtout faire en sorte que la leurs prime au exportations carburant vers l'Europe, aux agricoles. leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Je ne sais pas exactement par combien. Quand on regarde l'histoire des pays qui étaient exportateurs de pétrole et qui ont passé leur pic de production, l'Indonésie, l'Égypte, etc., ils sont tous devenus importateurs de pétrole pas longtemps derrière. Sauf que là, les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole ne peuvent pas tous devenir importateurs de pétrole. Ça ne marche pas bien. Donc ils vont le garder pour eux. Donc ils vont d'abord le garder pour eux, ça paraît absolument évident, et ils nous vendront le reste. Bon. Un tarif préférentiel, bien entendu. Peu importe, parce qu'en fait, avec le pétrole, ce qui compte, c'est la quantité qu'on en a. D'accord ? Je redis, 100 camions, Paris meurt de faim. Bon. Donc si on a 10 fois moins de pétrole en 27 ans, comment est-ce qu'on s'organise ?